Alors l'atelier qui concerne la santé de demain va parler en particulier de la collaboration qu'on initie entre la région Rhône-Alpes et la région Midi-Pyrénées à travers la démarche du cluster iCare. Donc je représente le cluster iCare et le pôle de compétitivité Aerospace Valley. Donc on a depuis quelques mois déjà engagé des discussions pour, je dirais, entamer une fertilisation croisée en imaginant des projets de collaboration, puisque la filière de l'aéronautique, comme la filière de la santé, fait partie des filières importantes de l'industrie française, et en particulier les parallèles sont assez évidents dans un certain nombre de domaines. Les contraintes dans le domaine de l'aéronautique, les contraintes dans le domaine de la conception des dispositifs médicaux. Donc c'est ce sujet central qu'on va aborder dans cet atelier. Alors, je me présente, je m'appelle Gérard Lady, donc je suis directeur adjoint du pôle de compète Aerospace Valley, aéronautique, espace, système embarqué. Et on va animer cet atelier collaboratif, donc on compte sur vous pour intervenir, avec Gérald Conté qui se présentera, mais qui vient de Rhône-Alpes, du cluster iCare en particulier. Alors j'ai expliqué un petit peu avant de laisser la parole à Gérald pourquoi on est lancé dans cette démarche. Ça peut vous paraître surprenant qu'un pôle aéronautique, espace, système embarqué s'intéresse au domaine de la santé. Mais il se trouve que c'est le résultat, disons, de deux phénomènes un peu convergents. Le premier, c'est que nous avons à peu près plus de 630 adhérents aujourd'hui. 336 PME, des adhérents qui ont développé un certain nombre de technologies depuis les 6 ans d'existence du pôle au travers de la réalisation de 320 projets. Et ces technologies-là, pour beaucoup d'entre elles, sont très diffusantes. Quand on parle de systèmes embarqués, par exemple, de calculateurs, de capteurs, d'actuateurs, etc., bien évidemment, on pense à ceux qui sont utilisés dans les avions, mais autour de ces calculateurs développés pour les avions, c'est développé un savoir-faire qui est transposable à d'autres domaines. Alors je parle des systèmes embarqués, c'est peut-être le sujet que je connais le mieux dans le pôle, mais je pense qu'on a un peu la même chose sur les matériaux, potentiellement. Hein. On a des gros experts, gros centres d'expertise en métaux durs, en titane, etc., en composite. On a également un portefeuille de projets et de technologies autour de la télécommunication spatiale ou non spatiale, avec un certain nombre de pépites qui ont émergé au fur et à mesure du pôle des années dans le domaine des télécommunications, en particulier dans le domaine de l'Internet des objets en particulier, hein, des systèmes de télécommunication bas débit très longue portée. Donc on a un certain nombre de technologies extrêmement innovantes comme ça. Et on a un appel assez naturel de la part des secteurs comme l'e-santé, mais pas uniquement. On va travailler aussi dans un peu le même état d'esprit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie. Et donc un appel d'un certain nombre de domaines qui s'intéressent à ces applications, à ces technologies pour développer des applications ou pour doper en quelque sorte des applications plus classiques au travers de la réutilisation de ce savoir-faire-là. Donc des technologies diffusantes, des technologies qui sont aussi intéressantes pour un certain nombre de clusters. Et puis en même temps, une volonté de la part du tissu économique régional de se diversifier. On est très centré sur l'agriculture, sur l'aéronautique en Midi-Pyrénées, en Aquitaine. Pour tout un tas de raisons, on a un certain intérêt à diversifier les marchés. Et donc on s'est lancé pour l'R3 du pôle, qui démarre maintenant, dans cette volonté de diversification des marchés atteignables par nos technologies. Alors il faut savoir qu'on a le pôle Aerospace Valley, c'est à peu près 320 projets de recherche collaboratifs financés depuis le début du pôle. Et là-dessus, il y a à peu près 20% des projets qui ne concernent pas l'aéronautique et l'espace. Donc il y avait déjà assez naturellement un certain volant de projets de développement comme ça qui adressait d'autres domaines comme la santé, comme le transport ferroviaire, comme les systèmes de secours, enfin tout un tas d'autres domaines. On a dans nos objectifs pour l'R3 des pôles, qui vient de démarrer là, une volonté d'avoir jusqu'à 40% de nos projets qui seraient des projets en dehors du domaine aéronautique et espace. Donc il y a vraiment une forte volonté d'aller vers cette diversification. Alors comment on va faire cette diversification-là ? On ne prétend évidemment, si on prétend bien connaître les domaines aéronautiques et espace, on ne prétend pas connaître les domaines marchés dans d'autres secteurs. Donc on a une volonté claire de s'associer avec des clusters, des pôles, des grands opérateurs, des domaines d'intérêt qu'on cible.
Alors, on a une espèce de prototype de ça qui existe déjà avec le pôle Agrimip. Donc on est loin de la santé, on est dans l'agriculture. Mais le pôle Agrimip qui existe sur Midi-Pyrénées, par exemple, regroupe un certain nombre de coopératives agricoles en particulier, et qui font remonter un certain nombre de besoins au travers d'un club d'innovation qu'on a monté avec Agrimip il y a quelques années, et qui commence à fonctionner très bien, et qui donne lieu à un certain nombre de projets comme ça, où les besoins des agriculteurs, que nous on ne connaît pas évidemment, trouvent un écho et trouvent une réalisation au travers des technologies qu'on peut apporter. Donc c'est ce modèle un petit peu là qu'on veut dupliquer dans le domaine de la santé. Et donc en particulier on va travailler, donc, comme je le disais, avec un certain nombre de clusters ou d'autres pôles ou d'opérateurs à travers ce qu'on met en place, une structure qu'on met en place qui s'appelle les commissions de marché. Donc on veut associer à notre pôle des gens d'autres pôles, d'autres clusters dans ces commissions de marché qui vont nous apporter cette vision marché et nous permettre donc de mettre en place des structures communes, des structures d'animation qui vont permettre de développer des projets et d'avancer dans ce sens-là. Donc c'est le sens du dialogue qu'on a commencé à engager grâce au centre e-santé avec iCare. Je pense qu'il y a un intérêt, enfin Gérald l'expliquera aussi, un intérêt du côté iCare d'avoir ce travail croisé. Et donc on en espère beaucoup de développement pour nos entreprises. Alors, juste un petit mot avant de passer la parole à Gérald. On sent ce mouvement déjà engagé chez nos adhérents. On a un certain nombre d'adhérents qui avaient développé jusque-là que des calculateurs embarqués, par exemple, pour l'automobile ou l'aéronautique, qui commencent à s'intéresser à ce secteur-là, à des secteurs ou à des secteurs connexes à la santé, disons sur le bien-être, des choses comme ça, ou qui commencent à songer à acheter des entreprises dans le domaine de la santé, etc. Donc on sent, il y a ce mouvement à la fois de la part de la direction du pôle, là, il y a une volonté claire d'aller dans ce sens-là, mais il y a aussi une volonté claire affichée par nos adhérents dans leur démarche de tous les jours, quoi. Donc je pense qu'avec ça, on fera des belles choses. Donc Gérald, si tu veux... Je vais juste mettre en place la présentation. C'est bon, ça marche. Bonjour à tous, merci en tout cas de l'invitation. Je vais me rapprocher du micro parce que même si vous n'entendez rien, il y en a d'autres qui sont là pour écouter. Donc en fait, comme ça a été présenté, donc le cluster iCare, c'est une structure de type cluster, alors qui n'est pas un pôle de compétitivité, donc une réunion d'entreprises et une association d'entreprises qui est basée en région Rhône-Alpes, qui en fait est assez récente puisque l'existence de l'association a à peine 2 ans, avec la particularité de s'être donné comme, je dirais, champ d'investigation la convergence entre le monde des dispositifs médicaux et puis le monde des technologies de l'information. La représentation de nos adhérents, je viendrai à une présentation un petit peu plus formelle, rapide à la fin de cette intervention du cluster. La représentation de nos adhérents est assez diverse. On a des gens qui fabriquent des dispositifs médicaux, on a des gens qui font du logiciel, on a des gens qui font des systèmes d'information. En termes de grosses entreprises, on a ST Microelectronics par exemple qui est dans notre conseil d'administration. Donc on peut vous montrer un petit peu la diversité des membres qui sont représentés au sein d'iCare. Donc en fait, l'idée pour un cluster, c'est de tisser des ponts, avec d'autres régions, d'autres environnements. Et en effet, cette opportunité de faire des connexions avec le monde de l'aéronautique et de l'ensemble de la filière ici en Midi-Pyrénées est assez intéressante pour nous, d'autant qu'on a déjà des connexions avec la Franche-Comté, avec le Nord, avec un certain nombre d'autres régions et d'autres acteurs. Donc moi, ce que je vais vous faire, en fait, c'est une présentation un petit peu en commençant par un tour d'horizon du dispositif médical, mais très rapide. Je ne vais peut-être pas vous parler obligatoirement de choses que vous allez entendre ici pendant ces universités d'été, c'est-à-dire la connexion, le thème de la e-santé au sens, je dirais, devices médicaux, communicants, logiciels, systèmes d'information. Moi, je vais essayer de faire un défocus sur des champs qui ne vont peut-être pas être obligatoirement traités ici, qui est l'interpénétration, on va dire, des dispositifs médicaux et de technologies de l'information, en prenant 3 exemples et en montrant après ce qui a été dit dans l'atelier précédent, cet environnement réglementaire qui impacte maintenant durablement le logiciel, dont on ne sait pas obligatoirement
si ce logiciel est un dispositif médical ou pas. Et tout ça est à géométrie variable, d'autant que les évolutions réglementaires sont en cours et qu'on attend pour l'horizon 2017 un nouveau règlement européen, en particulier, qui va avancer sur ces questions-là. Voilà, alors après, je ne connais pas le panel, enfin je connais pas je ne sais pas s'il y a dans la salle, il y a beaucoup de fabricants de dispositifs médicaux, alors n'hésitez pas à m'arrêter si c'est des choses qui sont très communes pour vous. Voilà, donc c'est une ouverture, je dirais, d'une part à cette convergence et puis aussi à ce qui se passe en Rhône-Alpes sur un certain nombre d'entreprises, parce que Rhône-Alpes est, en fonction des chiffres, une des régions où il y a le plus de fabricants de dispositifs médicaux en France. Si on met de côté, je dirais, la région parisienne avec le nombre de sièges sociaux d'entreprises, en tout cas, on a la première représentation en termes de sous-traitance, de tous les secteurs. Juste 2-3 éléments de contexte, mais je vais y passer assez rapidement, qui a constitué un peu l'ambition autour du positionnement de iCare. Exigence croissante, enfin les drivers forts, exigence croissante du patient, maîtrise, pression sur les maîtrises des coûts et les dépenses, et puis des éléments forts en particulier de la e-santé, la croissance des pathologies chroniques, et puis ce découplage plus ou moins clair d'ailleurs entre les processus de soins. Si on regarde ça dans l'évolution de la médecine, et en particulier de la médecine individualisée, personnalisée, une médecine d'hier qui était centrée sur le praticien, une médecine qui est aujourd'hui centrée sur le payeur, il n'y a qu'à entendre et écouter la problématique du financement de la télémédecine, et avec des ambitions certainement réelles, avec des outils qui arrivent de plus en plus centrés sur le patient, avec le rôle du patient comme déterminant dans le choix, éventuellement dans l'achat d'un certain nombre de solutions. Alors moi, je vais vous parler en fait de secteurs technologiques dans un premier temps, même si je ne mets pas de côté les problématiques autour des usages, mais de secteurs technologiques qui sont plutôt dans les implants, le textile, les devices électromédicaux, l'imagerie, la chirurgie assistée par ordinateur, le home care, et puis l'IT, le soft et les technologies de l'information. Et avant ça, je voulais de passer à des exemples ou des opportunités, quelques données de marché, alors qui regroupent en fait uniquement les gens qui font du dispositif médical. Donc si vous n'êtes pas familier de ça, il faut savoir quand même que c'est un dispositif, un marché extrêmement concentré, avec une représentation des leaders américains, une domination de Johnson & Johnson et de GE assez massive sur ce secteur-là, avec globalement, visiblement, mais pas de Français dans les 10 premiers, et très peu d'Européens, à l'exception de Philips, Siemens, et puis covidien et américano-européens, puisqu'ils ont leur siège social en particulier, je crois, en Irlande. En tout cas, ils ont pas mal de... Donc, voyez un petit peu l'état de la situation. Alors, tout ça étant hors médicaments, puisque globalement, en termes de dépenses aujourd'hui au niveau français, l'industrie du dispositif médical, c'est à peu près la moitié du médicament, en termes de chiffre d'affaires. Au niveau français, en fait, la France, globalement, est quand même dans le peloton de tête, même si les distances sont assez grandes, et plutôt, je dirais, comparable à ce qui se passe au Royaume-Uni, en fait, l'Allemagne étant, je dirais, largement devant. C'est-à-dire que nos challengers directs, c'est plutôt le Japon et le Royaume-Uni, toujours en termes de dispositif médical, je voulais juste le préciser. Au niveau français, en fait, les choses se répartissent de la même façon. Une présence, bien sûr, de multinationales américaines sur le territoire. Et puis, après, quand même, une arrivée quand même d'un certain nombre d'entreprises françaises, en particulier Essilor, qui... alors, c'est vrai que les lunettes sont des dispositifs médicaux de classe 1.
Mais faut le remarquer. Après, Air Liquide et Biomérieux. Alors Biomérieux est souvent dans plusieurs catégories à la fois, puisque le dispositif médical, d'un point de vue réglementaire, intègre les diagnostics in vitro, mais qu'au final, ce secteur, quelquefois, est représenté à part entière, donc à côté du médicament. Donc voilà un petit peu l'état de la représentation en France, sachant que derrière, on a un certain nombre d'entreprises, somme toute, très intéressantes, mais on voit quand même à la différence de l'aéronautique, un manque d'un grand intégrateur, on va dire, de classe mondiale, qui aujourd'hui, en tout cas, quand on est face aux représentants ministériels en nous demandant quel sera le dispositif médical dans 10 ans, hein, à l'image de l'aéronautique, transporter plus avec moins d'énergie, etc. On est toujours un peu gêné pour décrire le dispositif médical, l'ambition de l'industrie française à 10 ans. Alors bon, on a tenté, nous, de le faire, mais ce n'est que pour le moment des prémices. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard à travers en particulier l'ambulatoire, qui est d'ailleurs revenu dans la discussion précédente, la chirurgie ambulatoire et la médecine ambulatoire, qui au final pourrait être une ambition intéressante d'un point de vue national. Juste finir la présentation globale en disant qu'on a plutôt du coup un ensemble d'entreprises donc somme toute assez fortes au niveau français, de medtech au niveau français, même si dans le paysage c'est pas très visible, par manque du coup d'une certaine fédération. Donc il y a beaucoup de pôles de compétitivité qui ont des activités autour du medical device, mais ce n'est pas une activité exclusive. Il y a des pôles, je dirais, dits technologiques IT qui ont des activités sur les dispositifs médicaux. Tout ça est aussi éparpillé que le nombre d'entreprises et le secteur. Globalement, on a quand même un secteur industriel fortement représenté en termes de PME, de gens qui fabriquent pour le compte de fabricants de dispositifs médicaux, sachant que la notion de fabricant, c'est une notion réglementaire. Alors vous m'arrêtez si vous êtes complètement familier de tout ça, avant que je passe sur... Juste une petite remarque, Charles Parizeau de General Electric m'a mentionné plusieurs fois. Oui. Ce que je voudrais insister, c'est que quand on parle de dispositifs médicaux et que vous avez pris la grande vue, il faut réaliser qu'on va du truc qui mesure le glucose dans un hôpital à un scanner, un IRM qui coûte 1,5 million d'euros. Et donc une des raisons pour lesquelles GE est très haut en chiffres, c'est justement à cause de ces modalités d'imagerie qui sont... On n'en vend pas beaucoup, mais ça coûte cher la pièce. Et donc je crois qu'il faudrait, si c'était possible, essayer de segmenter un petit peu ce marché des dispositifs médicaux, parce que je crois que on en vend peu dans quelques départements de radiologie, mais ils sont très chers. Et regardez l'avenir des dispositifs médicaux, dont la distribution, vous parlez de l'ambulatoire, l'utilisation à la maison, en hospitalisation décentralisée, etc. On arrive à des dispositifs petits, pas chers, mais cette fois-ci vendus en très grande quantité. Et donc je crois qu'il est important dans cette perspective stratégique de regarder et de viser peut-être des devices à plus grande consommation et donc rééquilibrer un peu les impacts financiers et les impacts de volume. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que GE Santé a son headquarter à Londres. Et donc ça, il y a très peu de gens qui le savent, mais GE Santé est une entreprise européenne. Alors, il y a l'aspect, le corporate qui est aux US, mais autrement, nous sommes une société anglaise. Merci de ces précisions. C'est drôle, mais bon, c'est quand même la réalité. Ok, merci. N'hésitez pas à intervenir et à m'arrêter, parce que c'est vrai qu'après, c'est difficile de bien identifier vos questions. Alors, j'ai décidé du coup de prendre trois exemples, trois environnements, je dirais, qui constituent aussi des forces rhône-alpines sur le sujet. D'une part, les implants,
les thérapies minimalement invasives, en particulier assistées par ordinateur, et puis le monde de la simulation en santé. Bon, pour vous donner un petit aperçu, hein, donc je ne parlerai pas de la e-santé au sens du device qui communique, etc. Comme je vous l'ai dit, je pense que ça va être balayé en long, en large et en travers pendant les 3 jours. Donc les implants, au final, c'est quand même enfin, ça constitue encore, quand on identifie les forces et faiblesses, une force française. En tout cas, il y a un grand nombre de fabricants présents ici sur le territoire. Que ça soit dans le secteur de l'orthopédie, donc l'ensemble des implants orthopédiques, vasculaires, les implants pariétaux, ce qu'on appelle les implants du mou, en opposition avec le dur, les os. Et puis aussi des domaines d'excellence dans le domaine électromédical. Juste avant, je crois qu'il y avait une présentation du CEA et des développements autour des certain nombre d'applications santé. Et puis, je dirais, de plus en plus, l'impact dans l'environnement IT sur ce secteur-là. Et je vous montrerai quelques petits exemples. Donc les implants, c'est quand même, en termes de marché, c'est plutôt du lourd, quand on regarde les implants orthopédiques. Puisque globalement il y a encore une belle progression, avec des secteurs qui donc impactent tous les membres, hein, et des secteurs qui progressent plus que d'autres, en particulier le secteur des extrémités, donc les bras, les mains, pardon, les pieds et les mains, pardon. Et puis des innovations qui sont aussi très présentes, aussi en particulier dans le domaine de la hanche, en particulier en Rhône-Alpes. Des acteurs qui se répartissent de la façon suivante. Alors on a un groupe, le premier groupe sont des gens qui fabriquent, qui sont des sous-traitants, hein, qui fabriquent ces solutions. Et puis les gens qui commercialisent les implants à proprement parler, donc dans le domaine de l'orthopédie, qui commercialisent aux cliniques et aux hôpitaux. Donc vous voyez aussi bien que moi les chiffres, avec un secteur bien sûr concentré, mais des innovations qui aujourd'hui concernent les matériaux, qui concernent aussi le processus de fabrication et qui concernent aussi la traçabilité et puis plus généralement l'intégration de l'implant dans son écosystème et en particulier sa relation avec le patient. Un marché toujours en croissance, mais des taux de remboursement qui diminuent. Hein. Il y a une discussion qui a été entamée en fin d'année dernière avec l'État français, en tout cas la sécurité sociale, le ministère de la Santé sur les taux de remboursement. Des centrales d'achat de plus en plus présentes qui font baisser les prix. Et puis, une demande pour des produits d'entrée de gamme. Alors c'est quelque chose qui ne sera pas très présent dans ma présentation, mais le medical device pour les pays, je dirais, à système de santé, on va dire, pas aussi riche que les systèmes occidentaux, asiatiques du Nord, est une vraie opportunité. Il y a des rapports qui ont été faits par l'OMS sur ce sujet-là, c'est-à-dire comment faire du medical device entre guillemets low cost, mais toujours dans des règles déontologiques, éthiques, irréprochables, puisqu'on sait très bien que les conditions d'utilisation de ces medical devices dans les pays dits en voie de développement ou en développement ne sera jamais aussi bonne qualité que, en termes d'environnement, d'asepsie, etc., qu'ici dans un hôpital français. Donc les demandes d'équipements d'entrée de gamme, dont ce qui globalement développe une baisse des marges. Alors, par rapport à ça, quelles sont les voies aujourd'hui qui sont suivies par un certain nombre d'industriels du secteur? On rentre de plein pied maintenant dans la fonctionnalisation et dans la personnalisation des solutions. Il y a quelques exemples ici, donc, qui sont aidés par ailleurs par des évolutions, des connaissances qui proviennent de l'environnement biologique, hein, les questions d'adhérence ou de lien avec le matériel biologique, que ce soit des implants avec antibiotiques ou d'autres solutions. C'est-à-dire que fabrication additive, c'est l'exemple d'après, permet aujourd'hui des fabrications qui n'étaient pas permises il y a quelques années. Et puis également des évolutions dans les techniques de pose. On parle de
techniques de pose, de guides de patients spécifiques. Il y a quelques années, on avait entre guillemets la folie de la chirurgie assistée par ordinateur, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que pour mettre un implant, il faut à peu près 5-6 boîtes, c'est 8 boîtes de quincaillerie et d'outils. L'évolution, c'est d'une part de personnaliser les implants, c'est-à-dire faire un implant un peu comme le dentaire, c'est-à-dire conforme à la morphologie, à la physiologie, aux fonctions. Est-ce qu'on ne met pas un implant à quelqu'un de 40 ans le même qu'on met à une personne de 80 ans? Et également une technique plus affûtée, et ça on n'y pense pas beaucoup, dans la technique de pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des standards, de plus en plus, c'est l'exemple ici, le premier c'est on va tailler ce qu'on appelle les ancillaires, donc toute la quincaillerie, au profil même de la personne pour pouvoir être irréprochable en termes de technique de pose, puisque l'une des causes de reprise est liée d'une part à l'usure des implants, mais surtout aux techniques de pose. Et là, ça impacte directement la qualité de la pose et la compétence du chirurgien qui pose les implants en question. Donc voilà un petit peu pour des perspectives. Et là, on voit bien tout de suite la connexion qui peut être établie entre l'imagerie médicale, la conception, le prototypage rapide et la production des solutions qui sont proposées ici. C'est dans ce cadre-là qu'en fait, on s'est engagé en Rhône-Alpes avec 4 industriels du secteur, qui sont concurrents par ailleurs, sur des techniques de fabrication additive d'implants personnalisés. Donc c'est des industriels qui se sont engagés sur ce projet-là pour d'une part bénéficier d'une mutualisation d'outils épaulés par le CETIM, pour pouvoir essayer de tester ces nouvelles solutions, sachant que ce n'est pas sans poser des questions assez importantes d'un point de vue réglementaire. Est-ce qu'un implant en fabrication additive est aussi solide, est aussi irréprochable qu'un implant en fabrication traditionnelle? Aujourd'hui, on réalise des pièces d'avion en fabrication additive, donc, qui ont la même tenue mécanique qu'une fabrication classique. On sait faire effectivement avec ces technologies-là des pièces qu'on ne sait pas faire autrement. Voilà, donc c'est la même logique, sachant que je dirais la concurrence de l'implant, c'est maintenant l'ingénierie tissulaire qui permettent de remplacer, entre guillemets, et d'aller intégrer, favoriser plutôt la colonisation des cellules, je dirais, de l'individu. Donc ça permet en effet de faire des treillis intéressants pour que les chondrocytes viennent coloniser la partie défaillante. Donc, voilà un exemple. Comme je n'avais pas de connexion Internet, l'autre exemple, c'est un projet en fait qui nous intéresse nous directement. Donc ça peut aussi vous permettre d'avancer sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a essayé de repositionner l'implant en fait dans l'environnement des données. C'est-à-dire en quoi l'implant va impacter l'écosystème hospitalier. C'est-à-dire que l'implant aujourd'hui, il va être tracé, enfin il est tracé, il va être identifié. Les données qui sont issues des hôpitaux peuvent bénéficier à un moment donné aux fabricants pour pouvoir designer, proposer un service associé. Donc ça, c'est un projet sur lequel on s'est engagé avec, on a fait une première étude, un état de l'art, qu'on a demandé de faire ça à un cabinet. Et là, on va s'engager dans des groupes de travail avec les industriels, d'une part des implants, avec les industriels des technologies de l'information, typiquement des éditeurs de logiciels, et d'autres acteurs de l'écosystème pour imaginer un certain nombre de propositions de projets. Et là, ça peut très bien converger vers des propositions de projets de type FUI pour voir en quoi la capitalisation des données issues des implants peut impacter un certain nombre de secteurs, que ce soit la maintenance, le service associé, la fabrication, etc., avec un certain nombre d'acteurs. Et là, on voit tout de suite un peu ce qui va faire jour dans la suite de la présentation, l'ensemble des acteurs du monde médical, qui est loin d'être simple, entre les données issues du monde technique et des fabricants, des laboratoires d'essais et des sous-traitants, et puis l'impact que ça a sur l'hôpital, sur les données cliniques, et l'ensemble des structures qui sont sollicitées,
avec un point particulier autour des CRO. Les CRO, c'est les centres de recherche et d'investigation clinique, qui sont en fait d'une certaine façon le pont entre le fabricant et puis la première utilisation à l'hôpital, avec un rôle important aussi des régulateurs que sont l'Agence nationale de santé et puis la Haute Autorité de santé. Donc voilà, enfin, globalement, autour des implants, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je vais passer du coup à un autre environnement, on voit que progressivement, même si, je dirais en premier abord, le lien entre implant et numérique n'était pas obligatoirement, ne tombait pas sous le sens, on tombait plutôt sur une logique matériaux dans un premier temps. On voit comment, au final, une espèce d'interpénétration du secteur des implants vers les implants, vers l'IT. Je mets un peu à part l'électromédical, parce qu'au final, aujourd'hui, des pacemakers qui sont suivis, des outils qui génèrent déjà des données, il y a déjà des solutions qui existent et qui sont disponibles industriellement. Donc c'est juste pour faire ce petit point autour de ce domaine-là, sachant que l'imagerie, bien sûr, est au centre du débat. Oui, je voudrais faire un commentaire de méthodologie sur la question que vous soulevez justement avec votre dernier transparent. Il me semble qu'il y a un grand problème d'interopérabilité et de définition d'informations à créer, à partager, à accéder entre ces différents acteurs. Il me paraît très astucieux que vous vous rapprochiez d'IHE, oui. Parce que Integrating the Healthcare Enterprise, typiquement, prend ce genre de problème. On les regarde un petit peu avec un œil français et on se rend compte qu'il n'y a rien de français là-dedans. Le même problème se situe dans tous les pays du monde. Et que les coûts de déploiement des interfaces qui vont permettre d'extraire et d'accéder à ces données va impacter des systèmes qui, à nouveau, ne sont pas franco-français, qu'on retrouve dans plusieurs pays, qui sont déployés assez largement, etc. Donc il me semble que, si vous voulez, qu'il y ait un succès pour résoudre ce problème de flot de gestion des implants, flot d'information à la gestion des implants, il faut sans doute une démarche internationale, et IHE est sans doute votre bon partenaire, en quelque sorte, pour enclencher ça. Je voulais parler d'IHE un peu plus tard, mais je ne savais pas qu'IHE s'intéressait aux IHE, implants. Alors, IHE, aujourd'hui, n'a pas fait grand-chose. Il a uniquement fait sur les pacemakers. D'accord. C'est tout ce qui a été fait, et c'est une toute petite interface. Là, vous posez le problème de façon beaucoup plus vaste, et c'est là où ça me paraît intéressant. Parce que ce problème-là, ça fait la troisième fois que je l'entends décrire en 6 mois. D'accord, une fois en Allemagne, une fois aux États-Unis, une fois ici. Donc immédiatement, il y a des petites sonnettes qui sonnent dans ma tête et je me dis tiens, c'est pas anodin qu'on s'y intéresse à plusieurs endroits. Donc immédiatement, je me dis, il y a peut-être à mutualiser ça pour le faire de façon ça tombe bien, ça tombe bien parce qu'en fait, on va rentrer dès la rentrée dans des groupes de travail qui vont être dirigés par des consultants pour pouvoir aller toucher du doigt et identifier, faire une première cristallisation terme des pôles aussi pour identifier des projets qui, on souhaite, n'ont pas obligatoirement qu'une envergure régionale. Enfin, même s'il y a des acteurs, on peut très bien accepter des acteurs du territoire ici. Mais c'est une donnée que je n'avais pas en tête, que IHE pouvait être en fait un catalyseur, ou en tout cas un organisme qui va... Il y a un moyen de récupérer de l'aide, de dire finalement, il y a du travail à faire, il suffit d'en faire la moitié ici, on fera le reste pour le reste du monde. C'est toujours efficace, et ce sera plus efficace à déployer ensuite. Merci. L'autre secteur que je voulais aborder, qui n'est pas nouveau, qui est le secteur, alors peut-être de façon impropre, moi j'appellerais plus, j'aurais dû changer, mais les thérapies minimalement invasives. On a parlé tout à l'heure de l'ambulatoire, alors la robotique chirurgicale, c'est quand même un thème qui est déjà présent depuis de nombreuses années, avec des succès, somme toute, avec des succès industriels. Je crois que Intuitive Surgical, qui est le concepteur du Da Vinci, qui est le seul gros robot dans le monde, aujourd'hui rentre dans le top 20 des entreprises du dispositif médical.
Marché en très forte croissance qui pose de la même façon aussi que le pose la e-santé et la télésanté le problème du modèle économique, parce que en fonction des pays, l'acte en question n'est pas considéré de la même façon. Et en particulier en France, il ne l'est pas du tout. Donc en termes de modèle économique, ça pose quelques soucis. Mais globalement, on voit quand même arriver sur le marché depuis quelques années et de façon plus standardisée maintenant un certain nombre d'outils qui permettent de traiter soit resurfaçage de prothèses de genoux, de hanches, soit du guidage. Alors le guidage est le thème historique de la chirurgie assistée. Des réalisations françaises. Medtech est une entreprise qui est en Languedoc-Roussillon, qui réalise un guidage de neurochirurgie. C'est vrai qu'il y a certaines spécialités chirurgicales dont aujourd'hui, sur lesquelles les sociétés savantes se sont positionnées. Enfin, je veux dire, on ne peut plus intervenir dans le cerveau sans avoir maintenant un minimum de guide. Hein. L'atlas d'anatomie n'est plus suffisant. Il faut qu'il soit dynamique. Et pour avoir participé à des premières expériences à Paris, au Val-de-Grâce en 1995, on voyait arriver des énormes outils, hein, pour ne pas citer de la marque Zeiss. C'était des vraies armoires normandes qui permettaient de guider le chirurgien dans son approche chirurgicale et dans l'identification des zones dangereuses et des zones à réséquer. D'autres propositions, alors on est plutôt dans une tendance aujourd'hui d'une robotique chirurgicale légère, hein, légère et diffuse, avec des outils autour de la paroscopie. Alors là, vous avez quelques entreprises Rhône-Alpine, ou historiquement Rhône-Alpine. Praxim est malheureusement une entreprise qui n'est plus Rhône-Alpine. Qui conserve une activité donc spécifiquement sur la pose de prothèses de genoux, mais des sociétés comme Endocontrol qui eux proposent un système de pilotage assisté de l'endoscope. Aujourd'hui était considéré comme une start-up il y a quelques années, et puis maintenant commence à être une petite PME avec des alliances aussi stratégiques avec des grands concepteurs de laboratoires, de blocs opératoires comme Trumpf en Allemagne. D'autres propositions qui sont faites dans ce secteur-là. Alors c'est là qu'en fait on passe d'une certaine façon des thérapies minimalement invasives vers la chirurgie ambulatoire, avec d'une part des choses qui ne font pas obligatoirement intervenir une pratique chirurgicale, mais qui font plutôt intervenir des technologies de type IFU, donc High Frequency Ultrasound. Donc la proposition de EDAP TMS, qui est une société en fait Rhône-Alpine, qui propose en fait un traitement. Alors ils ont deux produits, un produit commun qui est le traitement des calculs, des reins, lithotricie, et un traitement focalisé des cancers débutants de la prostate. Donc avec une proposition autour de l'ablaterme, qui est un équipement qui est disponible déjà en France depuis quelques années, qui est disponible sur la zone Asie et qui est en cours d'évaluation aux États-Unis, sachant qu'il y a un gros challenge au niveau américain pour cette société, puisqu'il y a une prévalence de cette pathologie sous contrôle chez les personnes de race noire américains et occidentaux, quoi. Donc c'est un vrai challenge pour cette petite société qui est une grosse PME au demeurant. Donc dans la catégorie des gens que j'ai cités en introduction. Et puis d'autres systèmes, on parle de navigation et de guides de coupe spécifiques. Coelis est également une structure qui travaille dans l'environnement du cancer de la prostate pour la mise, le repérage des éléments radioactifs. Et puis Inactis, c'est plutôt une société qui va permettre, lors des ponctions ou lors des biopsies, d'aller guider la main du chirurgien. Au final, bon, voyez qu'on a une grosse tendance quand même à rendre le geste de plus en plus sûr, de plus en plus minimalement invasif, avec une volonté de performance, de qualité, mais aussi avec l'ambition d'accompagner le retour à domicile plus rapidement des personnes,
sachant que derrière, il y a les coûts induits de l'hébergement et puis du suivi des malades. Et là, c'est là qu'on retrouve, j'en discutais ce matin dans le voyage aller avec le docteur Simon, l'intérêt de sécuriser le retour au domicile et l'intérêt de faire un pont avec l'environnement de la e-santé. Alors, je vais peut-être avancer parce que le temps passe. Je voulais juste vous ouvrir sur un autre environnement, qui est l'environnement de la simulation. Alors, de la même façon que la chirurgie, la médecine robotisée, enfin la chirurgie robotisée, on parle beaucoup de la simulation depuis un certain temps dans le domaine de la santé. Bon, aujourd'hui, très clairement, c'est la formation qui est très impactée. Il n'y a qu'à observer le dernier rapport de l'HAS de novembre dernier sur la question de la formation et de la simulation. Un marché, somme toute, qui se développe, avec, en particulier sur les États-Unis, ça coule de source, mais par contre avec aussi cette question du modèle économique, qui achète le simulateur. Est-ce que c'est Air France, pour faire un parallèle avec l'aéronautique, ou est-ce que ce sont les écoles, est-ce que ce sont les assureurs, est-ce que ce sont les établissements? Alors je ne vais pas répondre à la question, mais en tout cas... ceux qui font de la simulation, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il y a quand même une question autour de qui achète le dispositif en question. Quelques exemples aujourd'hui autour de la simulation. Les simulations dites simulateurs, c'est ce qui marche aujourd'hui, je dirais, le mieux, en termes de business. Les simulateurs dits simulateurs échelle, grandeur nature, avec des mannequins qui, alors on ne voit pas très bien ici, parce qu'il y a un problème de luminosité, mais vous avez recréé un sas d'urgence, au final, avec un certain nombre d'instrumentations qui permettent à l'équipe médicale d'intervenir comme si elle était sur une vraie personne. Avec ce principe de la simulation, avec un back-office derrière qui permet d'une part de suivre les exercices, et surtout, ce qui est important, ce qui est toujours mis en avant sur ces aspects-là, c'est toujours le débriefing qu'il y a derrière pour pouvoir identifier les bonnes pratiques. Des environnements plus légers, vous avez sans doute vu ça sur Internet, donc qui ne relèvent pas et qui ne cultivent pas obligatoirement les mêmes habiletés, c'est des environnements autour du serious game, et de l'ensemble des environnements dits plus statiques en termes de mannequins. Il n'y a pas de mannequin là derrière, il y a un environnement qui vient traiter plutôt des procédures, des habiletés. On voit ici dans le rapport de l'HAS les premières spécialités médicales. Donc on retrouve ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire l'impact fort qu'il y a dans le domaine de la réanimation, apprentissage de gestes qui doivent devenir des réflexes, donc les SAMU, les urgences, l'obstétrique, l'anesthésie et la réanimation. Après, on a une déclinaison de toutes les spécialités médicales, mais on a un focus quand même particulier, la chirurgie n'arrivant pas obligatoirement, même si on voit des simulateurs de chirurgie. Et à l'époque, j'avais fait un passage chez Thomson Training and Simulation, qui s'appelle plus comme ça, qui s'appelle Thales, qui s'excitait déjà sur des simulateurs de chirurgie laparoscopique en particulier, qui a principalement servi à faire des démonstrations pour des grands fabricants de pinces, d'outils chirurgicaux, de laparoscopie. Au demeurant, il n'y a pas encore beaucoup de simulateurs, sauf erreur de ma part, dans le domaine de la chirurgie. Une des autres applications qui sont demeurantes encore très exotiques, mais qui, à mon avis, vont progressivement avancer, c'est ce qui se passe, par exemple, à Montréal. En fait, Montréal, avec l'hôpital Sainte-Justine, qui est un hôpital mère-enfant, comme ça se pratique maintenant, travaille avec la Société des arts technologiques, donc des gens qui travaillent le numérique sous le volet artistique, pour voir en quoi les environnements numériques vont venir aider la prise en compte ou la prise en charge de gens, d'enfants qui sont atteints de pathologies, de schizophrénie, de pathologies psychiatriques, pour leur permettre de leur faciliter la communication avec les aidants, avec les soignants. Et ça, ce sont des propositions qui commencent à être, travaillées encore de point de vue expérimental, mais qui représentent des enjeux particuliers, en particulier pour utiliser l'ensemble de ces technologies dites immersives. Et puis le dernier domaine sur lequel je voulais insister, c'était l'utilisation de la simulation en vue de concevoir des dispositifs médicaux.
Donc là, il y a l'exemple d'un projet européen qui s'appelle Aneurist. Donc le projet européen Aneurist, en fait, c'était de simuler, je dirais, l'historique de la constitution d'un anévrisme cérébral, dans le but après d'aller designer des stents ou des dispositifs médicaux qui vont prendre en compte, je dirais, cette particularité pathologique. Et on trouve des sociétés comme ANSYS, par exemple, qui sont très présentes dans le monde de l'aéronautique aussi. Je précise ça parce qu'ils ont leur principale force en termes de R&D santé sur l'espace rhône-alpin à Lyon. Et c'est une société aujourd'hui qui est déjà présente chez les fabricants d'implants, mais qui s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle donc cette médecine personnalisée, donc cette médecine qui va, je dirais, s'imprégner dans des données personnalisées du patient pour pouvoir concevoir ou designer des nouveaux devices. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer, je dirais, le panel d'opportunités qui peut exister à partir du moment où on évoque le mot simulation en santé. C'est pas juste obligatoirement que de la prévention, ça peut être de la thérapie, ça peut être de la conception des devices, un peu comme, si je fais le parallèle avec l'aéronautique, il est parfait, quoi, parce que je pense que l'avion, on l'a déjà fait voler en simulation avant d'aller le tester. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer des angles d'attaque, je dirais, complémentaires de ce que vous pouvez peut-être voir ici. Je ne vous ai pas parlé de connexion de device, ou en tout cas très peu, et de systèmes d'information ou de systèmes de télécommunication. Je voulais juste faire quand même un tout petit focus, je ne sais pas si j'aurai le temps de présenter hier, mais moi ça ne fait rien, sur l'environnement réglementaire. Comme vous le savez, on est hyper réglementé. La notion de dispositif médical, je vous laisserai la présentation, est quelque chose d'assez précis, ce qui est normal. Constitue également, donc je prends juste la fin de la premier paragraphe, constitue également un dispositif médical, le logiciel destiné par le fabricant est utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Donc ça, c'est des choses importantes, puisque aujourd'hui, à partir du moment où on va fournir de l'information au corps médical à un moment donné, et que c'est une petite moulinette qui le fait, que ça soit une moulinette qui donne de l'information ou qui est intégrée dans un dispositif médical plus complexe, on est face à un dispositif médical, mais ça a été évoqué dans l'atelier précédent de la société qui était rentrée dans la logique des dispositifs médicaux. Donc un certain nombre de directives qui sont aujourd'hui actives, même s'il y a des gros travaux qui sont engagés depuis quelques mois déjà sur la réforme du règlement européen, suite aux différentes affaires et puis une évolution, je dirais, somme toute assez normale du secteur. Un système aujourd'hui à 3 étages au niveau français, un système qui va gérer le risque avec la nouvelle agence ex-AFSAP ANSM. Le système, l'étage du milieu, alors là je me suis un peu trompé c'est l'HAS qui va donner donc un avis, une évaluation scientifique, et puis une décision au final, si on rentre dans un canal, je dirais, sécurité sociale, la commission économique des produits de santé. Donc je vais peut-être passer, j'avais prévu faire un petit focus sur les 3, donc je vais peut-être passer un petit peu plus rapidement là-dessus. Juste mentionner, en fait, je voulais venir à des choses qu'on a faites ici en Rhône-Alpes. Vous parliez tout à l'heure d'interopérabilité. Donc on a engagé plusieurs entreprises rhône-alpines sur le thème, entre guillemets, de l'interopérabilité, en s'intéressant bien sûr et en les obligeant d'une certaine façon à être compliant avec les standards internationaux. L'idée de faire des connectatons un peu locaux qui permettent à des PME de bien appréhender les standards et puis de se mettre dans les configurations à son sens d'une certaine façon, même s'il y a des tous les ans il y a la manifestation, je dis, officielle. On a aussi travaillé, et c'est là-dessus que Gérard avait rebondi sur la question aussi donc de la norme 62304, qui est la norme, donc le standard pour assurer, alors terme un peu impropre peut-être, la sûreté de développement des solutions de santé, avec un enjeu spécifique. Donc là, il y avait des entreprises qui ont été accompagnées dans le cadre d'une action collective, avec l'enjeu autour de de la classification dans un premier temps. Est-ce que je suis bien face à un logiciel, un dispositif médical, et après de la certification du logiciel et la gestion des risques.
enfin globalement architecturé autour de la gestion des risques. Bon, je ne sais pas si je vais, parce que c'est 11 heures, hein, c'est ça? Oui. Je ne sais pas si je vais aller plus loin, enfin, j'avais quelques slides derrière. Je vais peut-être passer, je vais peut-être terminer peut-être sur iCare. Ouais, je vais peut-être m'arrêter juste sur celle-ci. En fait, bon, comme je vous l'ai dit, iCare est né, on va dire, d'une initiative des pouvoirs publics régionaux, même si aujourd'hui on est dans une évolution de modèle économique en lien avec les pôles de compétitivité, etc. Je ne vais pas vous décrire la gouvernance. Je vais juste finir là-dessus en disant que nous, en fait, globalement, on s'intéresse, bien sûr aux technologies, mais on s'intéresse surtout à la façon dont ces technologies vont faire évoluer des processus de soins, des processus de prise en charge ou des organisations sanitaires. Et voilà un petit peu la slide un peu emblématique que je sors à chaque fois. C'est vrai qu'on s'intéresse d'une part à l'environnement de droite, qui est le cœur de notre socle, hein, ce sont là où sont situées les principales entreprises du cluster, mais on s'intéresse aussi maintenant beaucoup à ces évolutions du médical vers la santé et des champs que constitue la prévention et puis le serious game à travers des utilisations de simulation ou alors le champ autour de l'autonomie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'ai pas tout dit, mais c'est normal, c'est comme ça. Donc si vous avez des questions... Je pense qu'on a vu un certain nombre de complémentarités possibles. Oui. J'aimerais savoir quels seraient ou quelles sont les modalités des collaborations entre votre cluster et le pôle. Ben là, c'est naissant. Hein. On a évoqué la commission santé. Je ne vais pas répondre à ta place. Non, moi la commission santé, c'est un premier point. Je pense qu'il faut tout de suite passer dans le dur, c'est-à-dire il faut qu'on mette des projets. Enfin, je veux dire qu'il faut qu'il y ait des, il y a possibilité de. Alors nous, on n'est pas un pôle de compétitivité, mais on est très proche de Lyon Biopôle, puisqu'en plus dans la nouvelle feuille de route du Lyon Biopôle s'ouvre aux technologies médicales officiellement. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, au final, en venant ici, c'est d'une part d'identifier potentiellement des acteurs et puis des projets, et puis de façon plus haute en termes d'approche. Je pense que on est très, enfin, il y a des communications entre secteurs. On a parlé de la simulation, on a parlé des matériaux. Enfin, il y a plein de ponts qu'il est nécessaire de consolider en termes plutôt d'animation, d'exploration de thématiques innovantes, sachant que je pense qu'il faut raisonner tout de suite à l'échelle française et européenne. Enfin, je veux dire, en Rhône-Alpes, parmi tout ça, c'est... Enfin, voilà pour moi, pour ma réponse. Exactement, je pense que moi aussi, je suis assez, dans le pragmatisme sur ce genre de collaboration. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre en place une structure légère qui permette aux entreprises de se rencontrer. Avec les thèmes, on a vu qu'on a un certain nombre d'entreprises qui sont complètement complémentaires à ça, qui peuvent apporter quelque chose. Il y a cette vision de passer de la technologie au processus de santé, au service, etc., qui est indispensable pour nous. Donc on peut imaginer la suite, c'est peut-être pourquoi pas une délégation d'entreprises intéressées du pôle à votre événement. Alors voilà, je voulais le mentionner. Voilà, on fait un événement en fait à Chambéry qui s'appelle Tech Day Santé le 26 septembre, où en fait on va. Alors là, vous verrez, il y a un site internet, donc vous aurez plus d'informations sur l'événement. Mais là, on va plutôt parler de technologie et sur des secteurs en particulier, le dentaire, le vasculaire, la simulation, parce que Chambéry, comme vous l'avez vu, est un des centres de simulation en réanimation. Et puis, j'oublie la troisième, le quatrième, le Rachis, avec un chapeau général. L'idée de cet événement, c'est aussi... Monsieur de GE, c'est aussi d'aller attirer des multinationales vers le territoire et vers des acteurs du territoire. Donc on n'a pas de GE, mais on aurait dû. on a Medtronic, on a un certain nombre d'acteurs comme Covidien. C'est une opportunité. Il y aura des outils de networking, des choses comme ça, avec des présentations scientifiques, orientées scientifiques, techniques, et l'ensemble des sessions seront toujours présidées par un clinicien, puisque je dirais, le tempo, au final, il est donné par la clinique et l'utilisateur, qui soit pas tout à fait final, mais en tout cas l'utilisateur principal des technologies.
Après, on va relancer avec le centre e-santé, pour répondre aussi à la question, enfin, un complément, on va relancer les ateliers d'innovation e-santé, donc, qui avaient pour but de mettre sur des thématiques ou des problématiques particulières ciblées, mettre ensemble dans une même pièce des gens qui sont plutôt des professionnels de la santé, des dispositifs médicaux, des entreprises qui peuvent apporter un certain nombre de technologies ou de savoir-faire en certification, en simulation, etc. Donc ça, c'est une démarche qu'on peut très bien avoir avec iCare. Ah oui, on est tout à fait prêt à vous donner, entre guillemets, l'ingénierie pour pouvoir mettre en place, d'autant que nous, on fait intervenir des consultants spécialisés sur le secteur. Donc on a l'expérience aussi de quelques actions collectives. Voilà, c'est du pratico-pratique au final, même si je pense qu'il faut aussi donner des perspectives. Moi, les parallèles sont intéressants, je veux dire, entre les gens qui conçoivent des outils avec des fortes contraintes comme l'aéronautique. Voilà, on les retrouve totalement dans la méthode de conception des dispositifs médicaux. Merci à tous. Merci. Et on est là sur les 2 jours. Donc